Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer à la gestion de nos émotions en se posant une question simple, faut-il s'en méfier ? En effet, qu'elles soient agréables comme la joie, l'enthousiasme ou désagréables comme la tristesse ou la colère, faut-il pour autant laisser les émotions nous envahir ? Car apprendre à mieux les vivre nous rend moins vulnérables aux difficultés de la vie, fluidifie nos relations et améliore notre bien-être. Comment tout d'abord les définir, les reconnaître, puis enfin les gérer, à la fois du point de vue bouddhiste et psychologique? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec nos deux invités. Christophe André, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, vous animez des groupes de méditation avec vos patients et vous êtes d'ailleurs spécialiste de la psychologie des émotions. Jean-Marc Falcon-Bello, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez rencontré le bouddhisme au début des années 80. Vous êtes aujourd'hui président du Centre d'études tibétaines de Montchardon. Et je précise par ailleurs que vous êtes journaliste à la radio suisse romande. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, commençons cette émission par définir tout d'abord ce que sont les émotions. Christophe André, du point de vue du psychologue, comment envisagez-vous les émotions ? En psychologie, les émotions, on peut les définir de tout un tas de façons, mais peut-être il y a 3 points très importants. Le premier, c'est que ce sont des réactions automatiques qui ne dépendent pas de nous. On ne peut pas empêcher une émotion d'arriver en nous-mêmes. Le deuxième point, c'est que ce sont des réactions globales, mélangeant à la fois des manifestations du corps et de l'esprit. Et là encore, c'est indissociable, ce ne sont ni des pures pensées, ni des purs phénomènes physiologiques. Et le troisième point, c'est que ce sont des réactions qui se produisent en réaction à des changements dans notre environnement. Lorsque quelque chose bouge, nous déstabilise, nous interpelle, il y a en général un éveil émotionnel qui nous sert en théorie à mieux nous adapter. Mais parfois, ça ne marche pas aussi bien. Est-ce que vous les définissez de la même façon, Jean-Marc Falcon-Bello ? Alors bien sûr, je suis forcément obligé d'être d'accord avec la définition, parce que c'est évident que c'est comme ça qu'elle se manifeste. Peut-être que du point de vue bouddhiste, ça peut être intéressant de noter que la manière dont on comprend même le terme émotion, quand on dit émotion comme ça, disons pour le bouddhiste standard, il va s'imaginer l'émotion comme quelque chose de forcément un peu négatif. Alors qu'en fait, les émotions sont une des manifestations de ce que l'on appellerait généralement des phénomènes mentaux. C'est-à-dire autant une pensée, effectivement, qui surgissent du fait des stimuli et qui se traduisent aussi par des états physiques, ça bien sûr. Mais donc quand on dit émotion, souvent en termes bouddhistes, après, il faut prendre un peu le temps de préciser pour savoir de quoi on parle, parce qu'ensuite, on le verra certainement, il y a vraiment l'idée de se débarrasser parfois des émotions, mais dans ce cas-là, il faut être précis, parce qu'il ne s'agit pas non plus de vouloir se débarrasser de tout, étant donné que c'est quand même une manifestation, vous le disiez d'ailleurs, Christophe André, tout à fait naturelle. C'est quelque chose qui apparaît, qui se manifeste, et qu'on ne peut pas empêcher de se manifester d'ailleurs. Mais quelle est la nature du point de vue bouddhiste des émotions ? Alors, leur nature, il y a différentes écoles, mais disons dans les traditions tibétaines, et ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que les émotions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sont toujours vues comme l'expression de la nature de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, elles révèlent quelque chose de notre nature profonde, c'est ça l'idée de la nature de l'esprit, donc notre nature éveillée, etc. Mais donc elles révèlent quelque chose pour autant que l'on sache regarder dans leur nature profonde, dans leur essence, dans ce qu'elles sont vraiment, comme une espèce de texture. Mais sinon, dans la manière dont elles se manifestent, elles peuvent aussi se manifester sous le visage de la confusion. Alors, concrètement, comment les reconnaître, Christophe André, ces émotions ? Alors, il y a tout un tas de façons de les reconnaître. D'abord, il y a l'introspection, être assez attentif justement à toutes ces modifications qu'elles induisent. Une émotion provoque toujours un changement dans notre homéostasie, notre équilibre intérieur. Donc, prêter attention à la naissance de nos émotions, c'est le début de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ne pas attendre d'être très en colère, très énervé, très affligé pour réaliser que quelque chose est en train de se passer en nous. Après, on a des façons d'étudier scientifiquement l'apparition de l'émotion. Une émotion modifie toujours notre corps, modifie l'expression de notre visage, elle modifie notre biologie, elle modifie aussi le fonctionnement de notre cerveau. Quand on étudie au laboratoire ce qui se passe dans notre esprit, il y a une zone du cerveau qui répond aux impulsions des émotions. Donc tout ça, ce sont des marqueurs de l'activité émotionnelle.
Peut-être ce qu'on peut rajouter également, pour mieux comprendre les émotions, il y a deux dimensions importantes dans les émotions. Il y a d'une part leur intensité. On sait qu'on peut ressentir des émotions fortes, grande colère, grande tristesse, grande peur, mais aussi des émotions de basse intensité, des états d'âme, être de bonne ou de mauvaise humeur, être un peu agacé, un peu inquiet. Ce qui est plus fréquent d'ailleurs. Beaucoup plus fréquent, beaucoup plus fréquent. C'est vrai qu'on se focalise parfois sur les émotions fortes, alors qu'elles sont très rares dans notre vie. La plupart du temps, nous avons des mouvements émotionnels de basse intensité, pour autant qu'ils sont très influents, parce qu'ils sont beaucoup plus constants, beaucoup plus insidieux. Et l'autre dimension pour comprendre les émotions, à côté de l'intensité, c'est ce qu'on appelle la valence, plutôt positive ou agréable, comme la joie, l'enthousiasme, l'amour, la confiance, ou la fierté ou l'orgueil. Ce sont des émotions positives. Oui, mais alors justement, ce que vous dites, c'est qu'il faut faire attention à ces émotions positives. Parfois, c'est ça. C'est pas parce qu'une émotion est dite positive qu'il faut s'y abandonner complètement. Et de même, donc, il y a des émotions plutôt négatives ou désagréables, comme la tristesse, l'inquiétude ou la honte. Et de même, c'est vrai que souvent nous cherchons à ne pas les éprouver ou à les chasser, mais parfois elles sont utiles, elles sont intéressantes, elles sont, comme vous le disiez, des informations sur quelque chose qui se produit en nous et autour de nous. Donc finalement, pour résumer, il vaut mieux parler d'émotions agréables ou désagréables plutôt que positives ou négatives. Ça induit moins de confusion, oui, absolument. Et alors, est-ce qu'on conseille tout de même de les gérer, Jean-Marc Falcon-Bello, dans le bouddhisme ? C'est extrêmement complexe parce que c'est vrai que je pense que l'idée même de gestion, c'est un concept moderne. Hein. On gère, comme on gère un fonds de commerce, comme on gère une banque, etc. Alors je ne crois pas que dans la tradition bouddhiste, au départ, on voie les choses comme ça. J'ai l'impression que dans la tradition bouddhiste, il y a justement cette tradition qui consiste à être à l'écoute, ce qu'on retrouve complètement dans le travail de la pleine conscience. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que souvent dans les instructions, si on regarde les anciens textes d'instruction de méditation, il y a vraiment l'idée qu'au départ, on ne sait pas par quoi nous sommes agités. Et donc la pratique méditative consiste vraiment à l'entraînement au regard que l'on va poser sur soi. D'où le calme mental, etc. Mais il y a vraiment cette idée qu'il y a comme une espèce de zone d'inconnaissance. Oui, alors ça, on verra la semaine prochaine, toutes ces pratiques de méditation. Mais Christophe André le disait en préparant l'émission, c'est que ça demande aussi une certaine dose d'humilité, c'est très important pour reconnaître ses émotions. Bah oui, parce que ça veut dire prendre d'abord un certain temps et puis oser regarder sans jugement. Tout simplement, oser regarder, donner de la place à cela. Ça, c'est clair. Et puis après, bien sûr, après, on ne rentre pas maintenant dans la notion technique, mais il y a vraiment cette idée de regarder et d'observer. Après, effectivement, hein, quand vous parlez des valences, des qualités qu'on va donner aux émotions, là, il faut effectivement énormément se méfier. Et le bouddhiste doit se méfier aussi, parce que la tendance ou l'envie pourrait être justement de vouloir gérer, pour en revenir à votre question, hein, vouloir gérer, ça veut dire quoi ? Se débarrasser de certaines choses au profit d'autres. Alors sans pour autant les gérer, est-ce qu'on doit du moins les exprimer ? C'est important de le faire ? Dans la tradition bouddhiste, on n'est pas dans l'idée qu'il faut absolument sortir une émotion, pour le dire comme ça. Il n'y a pas forcément cette idée-là. Non, je pense qu'il y a plutôt l'idée d'apprendre. C'est-à-dire se rendre sensible à leur présence. Disons, donc, en tout les cas, moi, reconnaître, je le les accueillir, et ensuite... Oui, plus que l'idée, il faut absolument exprimer ou ne pas exprimer. Mais bien sûr qu'il y a aussi des traditions bouddhistes où on est vraiment dans l'idée, il faut réfréner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une méfiance. Étant donné que les émotions, dans leurs formes les plus fortes, et vous le disiez, Christophe André, elles sont assez rares finalement, mais ces émotions-là sont vues du point de vue bouddhiste, d'une manière très générale, pour faire simple, comme un peu destructrices. C'est-à-dire qu'il y a des vrais risques que les émotions puissantes nous amènent dans des écueils, nourrissent une confusion. Ça, c'est vrai. Saisie, attachement, souffrance. Exactement. Mais on n'est pas toujours dans ce cas-là. Oui, et nous aveugle également, puisque dans le champ de ce qu'on appelle la psychothérapie cognitive, la psychothérapie où on travaille sur les contenus de pensée, on a un dicton qu'on transmet à nos élèves, on leur dit plus forte est l'émotion, plus forte est la distorsion de notre vision du monde. Et plus l'émotion qui m'habite est intense, plus ça va déformer la manière dont je vais lire le monde. Et donc plus je suis en danger de faire des erreurs, de me faire piéger, au fond, par ce signal émotionnel qui, au début, était là pour m'aider, mais qui a pris une telle ampleur qu'il va désorganiser ma lecture du monde et ma compréhension de ce qui est en train de se passer. Alors justement, Christophe André, qu'est-ce que vous conseillez à vos patients lorsqu'ils évoquent leurs émotions ? Que doivent-ils en faire ?
Alors, les grands messages qu'on leur délivre, c'est d'une part que le fait que l'émotion apparaisse n'est pas un problème, n'est pas anormal, n'est pas un signe d'échec. Et voilà, si j'ai des montées de peur, des montées de tristesse, des montées de honte, je dois le prendre comme une information sur quelque chose qui se passe dans ma vie. Le deuxième point, c'est d'accepter, vous parliez d'humilité tout à l'heure, effectivement, d'accepter que je ne peux pas empêcher ça d'arriver, mais que je peux me servir éventuellement de ce message. On compare souvent la gestion des émotions, même si ce terme gestion a un côté un peu moche, c'est vrai, comme si on gérait de l'argent ou un capital, mais bon, il est passé dans le langage courant, dans le langage commun. On explique souvent que la gestion des émotions, ça ressemble plus à l'équitation qu'au vélo. C'est-à-dire, on n'est pas sur quelque chose qui nous obéit au moindre coup de pédale, on est sur un objet vivant qui va un peu où il veut, donc il faut apprendre à le canaliser. Ou à la marine à voile. Lorsqu'on fait de la voile, on tient compte du vent, on essaie de s'en servir. Et la psychologie des émotions, c'est ça, c'est accepter qu'une donnée naturelle, biologique, influente existe, essayer de la comprendre, de la clarifier, de voir au fond quelle information elle me donne, et de l'utiliser au mieux, que cette émotion soit négative ou positive, une fois de plus. C'est vrai qu'il ne faut pas toujours chasser les émotions négatives, il ne faut pas toujours aspirer aux émotions positives. Il faut d'abord regarder qu'est-ce qui se passe, vers où ça m'amène, est-ce que c'est là que je veux aller. Au fond, c'est ça un peu les bases très simplifiées. Alors pour terminer cette émission, Jean-Marc Falcon-Bello, est-ce que vous pouvez nous dire si certains textes bouddhistes évoquent ces émotions et la manière justement de les appréhender rapidement ? Oui, bien sûr. Je pense même qu'une grande partie de ce que l'on trouvera dans la littérature bouddhiste traite des émotions. Alors après, ce qui est peut-être intéressant de dire, ou intéressant de savoir surtout, c'est qu'il y a de multiples manières d'aborder les émotions. Alors, on l'a dit, il peut y avoir vraiment l'idée, méfions-nous-en. Pourquoi ? Parce qu'elle conditionne nos mondes. Alors là, on va retrouver ça vraiment dans l'idée même des mondes, selon le point de vue bouddhiste. Mais en même temps, il y a des apports tardifs qu'on retrouve par exemple chez Gampo Paquin, un auteur qui était disciple de Miller et pas. Bon, bref, c'est égal ça. Mais lui, il dit une chose très intéressante. Il en parle comme du bois qui allume le feu. Et il dit, attention, ne vous en débarrassez pas. Et c'est très beau parce que finalement, quand on a une approche fine avec cela, on se rend compte aussi que peut-être l'émotion peut nous éveiller à notre nature profonde. Il y a quelque chose en elle qui n'est jamais séparé de la conscience elle-même. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est une vision plus intégrante ou intégrative, je ne sais pas trop comment le dire, plutôt que de vouloir absolument se débarrasser de quelque chose qui serait vécu comme mauvais, pas bien, etc. Il y a vraiment l'idée qu'il y a une possibilité d'apprentissage. Et c'est plus l'apprentissage que la gestion. C'est-à-dire, elle peut me renseigner, mais même sur ma nature extrêmement profonde. Et ça va être tout le cœur de l'aventure, de la pratique bouddhiste, de la méditation, en fait. Et voir qu'il y a cette belle image, très belle image de la vague et de l'eau. C'est souvent, quand je suis amené à traduire pour Lama Tenzang, mon maître, il dit, mais la vague n'est jamais séparée de l'eau. C'est de l'eau qu'elle se manifeste, c'est en l'eau qu'elle se résorbe. De la même manière, Milarepa le dit, les nuages apparaissent dans le ciel, mais c'est dans le ciel qu'ils se résorbent, les nuages. Donc il y a une sorte de confiance à faire au processus. Et la pratique méditative, c'est en cela qu'elle peut nous renseigner sur la nature même. Parce que finalement, si le nuage se dissout dans l'espace, quelle est la nature du nuage ? Mais écoutez, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles, ces très belles images, et nous allons voir donc la semaine prochaine comment pratiquer la méditation pour mieux appréhender ses émotions. Merci beaucoup. Merci. Et si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. De notre invité Christophe André avec François Lelore, La force des émotions chez Odile Jacob. Les émotions, publiées aux éditions de Zambala de la Magaine Doun Rinpoche. Et enfin, Surmonter les émotions destructrices de Daniel Goleman, publié chez Pocket Evolution. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau dimanche. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission.